Ouais, un jour on démontrera médicalement le lien entre stress chronique lié aux professions type avocat, banquier d'affaires, trader, tout ça, entremêlé avec l'alimentation, pollution et cancer. Ouais, je voulais revenir là-dessus parce que, donc comme vous le savez, moi je suis élève avocat dans un cabinet américain, donc je vois l'état des gens, associés, collaborateurs, comment ils sont. Bon, moi ça reste un cabinet californien, donc il y a quand même une ambiance assez chill entre guillemets. Bon, ça fait quand même beaucoup de nocturnes et tout, mais l'ambiance est chill, c'est-à-dire que il n'y a pas ce qu'on appelle de shark. Dans les gros cabs, on dit ce cab il n'y a que des sharkos, ce cab il n'y a pas de shark. En gros, les sharks, c'est les mecs qui ont aucune empathie, qui s'en foutent, qui veulent juste, qui sont juste méga carriéristes et qui se disent je veux juste grind le ladder, écraser mon prochain et prendre un maximum d'argent. Bon, ça paraît stylé comme ça, en réalité ça l'est pas tant que ça, les gens sont souvent malheureux, il y a beaucoup de stress et t'es pas très bien. Mis à part ça, donc qui est quand même l'exception, hein, là je parle des cabs top 10, top 15, voire top 20 de la place parisienne et du monde. Globalement, les gens en cabinet d'affaires sont bon, déjà très sédentarisés, hein, tu restes quand même 12-13 heures à ton bureau toute la journée. Donc ça c'est une chose, tu ne te lèves pas. Ou alors tu te lèves pendant ta pause. Moi je bosse en Pomodoro et je suis le seul à le faire, hein, de mes co-stagiaires. Non, je suis pas le seul, mais je suis le seul qui me lève assez souvent. Voilà. Ça comment dire, c'est très sédentaire. Tu finis souvent très tard, donc tu commandes à manger parce qu'en fait le cabinet te paye en fait tous les Uber ou les Deliveroo le soir. Donc si tu restes à partir d'une certaine heure, tu as à manger et tu rentres en Uber chez toi. Donc c'est cool, franchement c'est très cool. Néanmoins, bah tu vois, j'ai un co-stagiaire qui habite loin. Ça le pousse à rester et il reste tard. Bon, pas que pour ça, hein, il veut sa collab et tout, donc forcément je comprends. Mais voilà, t'es dans un endroit donc très luxueux, ça ressemble un peu à Suits pour ceux qui ont vu. Et puis t'as tout qui est à portée et tout est plus simple. Bon, le point c'est que tu t'arrives pas à faire de sport la semaine parce que les horaires sont trop compliqués. Tu finis trop tard, donc tu rentres chez toi, tu manges tant que t'ailles te coucher et tout. Moi j'arrive à y aller le matin, mais souvent je suis très mal le matin. Très très mal. Donc voilà, premier sujet. Et puis t'as le stress. Donc c'est un métier qui est ultra... En fait on se rend pas compte, hein, parce que j'ai vu des gens qui répondaient à ce tweet en me disant tu cites pas les chefs d'entreprise et tout. Je vais faire un peu unpopular opinion, mais chef d'entreprise, pour moi, hein, c'est la vision que j'ai, c'est un rêve pour moi. Genre c'est vraiment genre t'as la liberté sur tout. Évidemment la réalité est très différente, t'as pas de liberté puisque t'as tes clients, t'as tes machins, t'as tes trucs, t'as tes investisseurs si t'as fait des levées de fonds, etc. Mais c'est un choix et tu travailles pour toi, pour ta boîte, pour des gens. Enfin, ça a l'air d'être extrêmement passionnant. Ces métiers-là, avocat d'affaires, banquier d'affaires et tout, ça a un statut qui est extrêmement stylé de l'extérieur, mais de l'intérieur qui est extrêmement toxique et néfaste. En tout cas, moi j'ai pas vu de gens très heureux, j'en ai vu quelques-uns, franchement dans mon cab il y en a. Mais tu sens que t'es un peu bouffé par tout. T'es bouffé par tes clients, t'es bouffé par les gens avec qui tu travailles parce que ça reste quand même très compétitif, ou alors tout le monde est stressé, du coup tu te refiles du stress sans t'en rendre compte, hein. Forcément tu veux même pas, c'est même pas intentionnel. Et voilà, ce sont des sujets qu'il faut avoir en tête quand tu te lances dans des carrières comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Moi j'y trouve de moins en moins de points favorables à y rester, si ce n'est qu'il y a un truc qui me passionne en ce moment, c'est l'ingénierie juridique de tout ce qui est les valeurs mobilières pour les levées de fonds des boîtes et tout. Et puis t'as quand même une visibilité sur toutes les entreprises et c'est tout le temps des deals genre à plusieurs millions voire milliards d'euros. Donc c'est un peu vertigineux, il y a beaucoup d'adrénaline et tout. Donc c'est quand même stylé. Après, voilà, la stricte vérité, elle est là, c'est que donc stress chronique qui s'installe. Stress chronique, c'est quoi ? C'est la différence du stress classique qui est le stress en fait où par exemple tu as un entretien, tu vas stresser avant l'entretien. Ça c'est le stress classique, l'humain est fait pour résister à ça.
Après, tu as le stress chronique, qui est donc un stress qui s'est installé et qui est devenu permanent, qui est dès le réveil jusqu'au coucher, et qui est lié soit au métier, soit aux gens avec qui tu travailles, etc. Le fait est que l'avocature ou banquier d'affaires et tout, comme il y a des enjeux financiers qui sont extrêmement importants, tout le monde est très stressé, et les deadlines sont souvent très short. Par exemple, les opérations d'M&A, tu as des closings qui changent toutes les à chaque instant. Tu sais jamais quand ça va finir, tu sais jamais si ça va être pendant tes vacances, ça va être après tes vacances, avant tes vacances, ça va être pendant le week-end, avant le week-end, etc. Bref. Parce qu'il y a des enjeux de négociation à chaque fois, où c'est un peu quand même, le but c'est un peu de faire craquer la partie adverse, donc bah, tu les fais craquer, genre quand ils sont à deux doigts de céder, parce qu'ils sont fatigués, ils ont envie de rentrer, tu vois. Souvent tu as des closings qui finissent à 5h du mat pour ces raisons-là, qui sont dans des chambres froides. C'est en gros des salles de réunion où c'est assez chiant d'y rester. C'est Pierre Servan-Schreiber qui en parlait de ça. Et voilà. Donc tout ça fait que tu as des situations propices à des créations de maladies. Et en fait, on s'en rend pas compte parce que c'est du long terme. Et l'humain, il réfléchit toujours court terme, hein, on le voit en politique. Tu réfléchis jamais vraiment aux impacts que va avoir ta situation. En fait, les gens intelligents, pour moi, ce sont des gens qui sont en mesure d'anticiper. Pour moi, c'est ça l'intelligence. C'est tu es en capacité de projeter une situation future, et du coup de modifier ton attitude actuelle qui va avoir des impacts dans le futur. Pour moi, c'est ça la définition de l'intelligence. Et donc c'est rare. Et du coup, la plupart des êtres humains, j'en sais rien, moi, 95%, on réfléchit très court terme. Et du coup, on va être capté par les statuts, capté par les salaires, parce qu'il faut savoir quand même que dans les câbles là, que je fais, et c'est pas les mieux payés, c'est toujours 100, 110, 115 000 euros l'année, la première année du coup, plus que l'équivalent de ton CDI. Et puis après, ça peut monter dans les très très gros, tu montes à 140, 145 la première année, et puis après, c'est exponentiel, donc ça fait que monter. Et évidemment, quand tu es associé, comme si tu es associé equity, c'est-à-dire que tu vas toucher un pourcentage, donc tu gagneras encore plus d'argent. Donc en fait, tu es prisonnier un peu de ça. Parce que tu gagnes trop bien. Souvent, les mecs ont fait des. Comment ça s'appelle? Des prêts, t'as acheté des trucs, t'as un train de vie qui est monté très très haut. Voilà. Et après, t'arrives plus. Je réponds un peu là à tous les messages qu'il y avait sous ce tweet. Et après, tu t'arrives plus à t'en sortir en fait. Genre, t'arrives plus à quitter le truc. On en avait parlé avec Antoine. Voilà. Pardonnez-moi, je mourrais de soif. J'ai fait un big monologue, je vais vous lire un peu. Ça, j'en ai parlé. Hop. Ouais, je me fais des fiches et tout, carrément. Des petits post-it. Alors. Salut, c'est Caris. Comment tu vas, Caris? Super, italien à Paris. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais merci de ta proposition. L'avocature est un tremplin pour autre chose pour toi. Oui, exactement, Miro. C'est dans le mille. L'avocature, pour moi, c'est un moyen, en tout cas avocat d'affaires, c'est un moyen d'être en contact avec les banques d'affaires, avec les investisseurs, avec les fondateurs, de voir un maximum de situations, de comprendre là où il y a eu des soucis, là où il n'y a pas eu de soucis, là où ça a marché, là où ça n'a pas marché, et d'en tirer des conséquences pour moi entreprendre derrière. C'est vraiment comme ça que je le vois. Et une manière de créer un network et de la crédibilité aussi, un truc dont je m'étais pas forcément rendu compte, mais en fait, tu deviens très crédible. Tu deviens très crédible parce que ça reste un métier stylé qui rend bien à la télévision, quoi. Heureusement que je suis un G dev, le rapport salaire heure passée est insane. Ouais, ça je me rends pas bien compte, Zach, mais peut-être tu peux nous en parler. Je connais pas assez les salaires et tout. Toi, j'imagine que c'est plus concret. Tu vois, là, je fais
je fais de la doc pour... Enfin, c'est concret, hein, mais de l'attribution d'actions gratuites à laquelle on a attaché d'autres actions qui captent la valeur des actions des fondateurs pour pas être dilué. Enfin, c'est stylé, hein. J'aime bien quand même, mais c'est pas concret. Tiens, je me demande si un avocat pourrait être Head of Compliance d'un hedge fund. Ouais, clairement. Il y en a plein qui sont partis dans des hedge funds. Surtout Head of Compliance, et surtout, des fois, ils font même mieux. Hein. C'est combien le pourcentage de stagiaires qui deviendront collab dans ton cabinet, tu le sais? Bah, c'est vraiment très peu. Hein. C'est... Soit... On est là dans mon cab, on est une trentaine de stagiaires. Je pense qu'il y en a max du max 8 qui seront en collab. Donc en collab, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'équivalent du CDI. Il faut savoir en droit qu'un truc qui est très chiant, c'est que tu fais beaucoup de stages. Pour être dans les gros cabs, il faut minimum avoir 4 stages de 6 mois dans des gros cabs. Sinon on te regarde pas. D'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça, mais tu n'as jamais rencontré des gens déconnectés dans le sens où ils ne ressentent pas de stress parce qu'ils s'en foutent complet, presque comme si ça leur faisait ni chaud ni froid de dégager? Bah pas trop, hein. Je pensais que moi, tu sais, j'avais un peu ce fantasme quand tu regardes des animés et tout, tu sais, des super-héros qui ressentent pas le stress, qui ont aucun problème et tout. Maintenant que je suis dedans, que je les vois, alors il y a des personnes dont ça se voit moins, mais même ces personnes-là, tu ressens quand même qu'il y a un stress qui va émaner de quelque part. Donc ça va être soit dans la manière de parler aux gens, ça peut être dans la manière de eux se comporter avec eux-mêmes dans des dossiers. Je sais pas moi, genre tu vas avoir des trucs, des manières dont ils ont de se... Je sais pas, des attitudes. Je vois pas de gens décontractés. Hein. Franchement, et même les gens de nature décontractée sont tendus dans le métier, j'ai l'impression. Mais ça doit être possible. Prisme Lumen, je sais pas pourquoi le Twitch il me propose de te ban suite à ton message qui est tout à fait normal. Hello, penses-tu qu'il faut réviser le CRFPA dès maintenant? Tu considères que c'est vraiment difficile comme examen? Le CRFPA, donc le CRFPA c'est le concours d'avocat, le concours d'entrée. Penses-tu qu'il faut le réviser dès maintenant? On est en quoi là? On est en février? Non, surtout pas. Non, tu vas te fatiguer en fait. C'est un examen un peu c'est un peu marathonien. Genre il faut être capable de bosser 10 heures par jour pendant plusieurs mois. Je pense qu'en vrai 3 mois c'est le top. 3 mois c'est parfait. Le premier mois tu dégrossis tout et tu bosses pas comme un malade. Genre tu bosses 6-8 heures max par jour et tu bosses pas le week-end. Voilà le premier mois. Et après les 2 mois suivants tu fais du 9-10 heures par jour à fond, tous les jours, samedi, dimanche compris. Et en vrai, t'arrives serein, je pense. Après, en France, c'est pas si ouf, mais déjà pas mal. Zach me dit. En gros, un senior ingé IA avec 5 ans d'expérience dans une grosse boîte française peut gagner 80 000 euros par an. Oui, et d'autant que j'imagine que t'as plein de liberté, toi. Genre, tu peux être remote, t'es pas trop taxé. Genre, tu fais un peu ce que tu veux. Et pour un ingé IA, là, en vrai, tu vas aux US ou t'essaies de te faire recruter dans des boîtes internationales, je pense que ton salaire il triple, quadruple. Toutes les boîtes d'IA là, elles se font la guerre pour recruter les meilleurs. On m'avait proposé un poste d'ingé IA accès computer vision dans une startup deep tech pour 65 000 euros par an avec juste 2-3 ans d'XP. Et tu t'avais pas voulu? Toi tu préfères bosser pour toi ou sur tes projets, non? Le remote c'est un peu mort. Ouais, j'ai l'impression que de toute façon il n'y a plus personne qui fait du remote. Nous, au moins il n'y a pas de question, c'est interdit. Au moins c'est clair.
T'as pas peur de quitter, comme tu dis, ce train de vie confortable, justement, si tu prends le risque d'entreprendre? Bah ouais, c'est ça, hein, le gros sujet. Ça, c'est vraiment mon sujet du moment. Et Skyrim est en train de me... C'est mon sujet du moment. Hein. C'est-à-dire... Bah, vous savez quoi? On va prendre mon portable. Quand je pète les plombs la journée en cab, je note tout ce que... tous les points défavorables à rester dans la profession. Pour moi... néanmoins, les points... Bon, attendez, non, je sais pas si je peux dire tout ça. Vas-y, je vais faire gaffe quand même. Et pour revenir sur ta question, le train de vie confortable et versus le risque d'entreprendre, ouais, c'est mon principal problème. Hein. C'est clairement mon principal problème. Ça marche comme ça? Ouais. Parce que t'es là, t'es bien, ta carrière est toute tracée, et puis d'un coup tu décides de tout envoyer chier et de prendre le risque de flop. Le fait est que personnellement, là où j'essaie de me rassurer, et j'en ai discuté avec Corsican, hein, pour ceux qui le connaissent, j'ai quand même eu une première expérience entrepreneuriale, mine de rien, Eclipse en est une, qui est un side project mais qui m'a rapporté pas mal d'argent. Pas mal, enfin, c'est relatif, hein. J'ai pas gagné 200 000 euros, mais qui m'a rapporté de l'argent et qui m'en rapporte encore. Donc j'ai une première expérience entrepreneuriale vraiment légère. Hein. Le produit, c'est assez simple. Hein. C'est un outil de gamification qui utilise Notion, donc du no-code, et qui est innovant. Pour le coup, personne n'avait jamais fait ça. En tout cas, pas comme je l'ai fait. Et j'ai vraiment adoré. Donc je suis un peu rassuré sur ce point-là. Après, c'est vrai que quand tu te lances dans le vide, tu sais pas, tu vois. Je sais pas. Donc je pense qu'il y a un point quand même, c'est il faut savoir s'entourer. Moi, je suis un peu solitaire, mais pour une expérience entrepreneuriale, je suis en train de me dire de plus en plus qu'il faut absolument que je m'entoure parce que si c'est un truc sérieux et tout, tu te lances tout seul, tu peux vraiment mal finir. Donc voilà. Mais c'est un risque. Franchement, j'ai pas la réponse. Hein. Je sais pas, Mian. Je sais pas. La seule chose que je sais, c'est que j'aurai beaucoup de regrets si jamais je ne prends pas ces risques. Antoine dit la crédibilité c'est abusé. Rien que le fait d'annoncer que tu es avocat, les gens font un pas de recul et changent leur manière de se comporter. Ma compagne appelle ça le mot magique. Ouais. Bah en fait c'est ça. Hein. Puis déjà, bon c'est très drôle, hein, ça fait un peu anecdotique, mais en province, je sais que genre par exemple un restaurateur il voit un avocat arriver dans son restaurant, il sait qu'il est avocat, il va l'appeler maître. Là, rien que ça, tu vois, c'est totalement lunaire. Bon à Paris personne ne fait ça. Hein. Sauf les avocats, ce qu'on appelle les avocats versaillais, dont je ferai partie puisque je serai au barreau de Versailles. Mais c'est genre... moi, je veux surtout pas qu'on m'appelle maître. C'est monsieur, quoi. Enfin, c'est un peu désuet, hein, c'est un peu pompeux, désuet. Mais c'est vrai qu'il y a une crédibilité qui fait que, par exemple, là, quand je vais présenter mon projet à des investisseurs, bah, tout de suite, ça fait sérieux, rigoureux. Et c'est la vérité, puisqu'on on a approuvé par ce concours, on a approuvé par les expériences. Moi, dans mes expériences professionnelles, j'ai le cabinet qui est le meilleur en tech du monde. Donc, forcément, t'es là, tu te dis, bon, bah, il veut faire un truc en tech, il est passé par le meilleur cab tech du monde, il a vu les meilleurs clients, les meilleures boîtes. Forcément, le mec, il va s'en sortir. Donc ça, c'est un enjeu aussi. Ça, c'est un truc rassurant quand je vais voir des investisseurs et que je leur présente mon profil. Certes, je suis pas un G pour le coup. Par contre, j'ai une humilité à ce sujet et ça me passionne et je suis fasciné par les devs et fasciné par tout ce qui est possible en termes. Et j'aurais trop aimé faire plus de maths et de dev, mais je savais même pas. Quand j'étais jeune, en fait, moi, j'étais trop con à l'époque.
J'étais genre en mode de... Je sais pas ce que j'étais. Mais j'étais pas concerné par mon avenir. En tout cas, pas du tout. À San Francisco, un très bon ingé dans un GAFAM est à 300 000, 400 000 euros par an avec de l'equity en plus. Ouais, clairement. Et en fait, surtout, Zach, moi, je le vois dans les... Tu vois, là, on a récompensé une salariée d'une boîte avec des attributions d'actions gratuites. Si la boîte est bien valo, d'ici 2 ans, la Russ, elle est richissime. Et elle a un avantage sur les fondateurs qui est énorme. Qui est énormissime parce que elle n'a pas la même responsabilité que les fondateurs, elle n'a pas le même risque. Pour moi, t'es limite plus gagnant quand t'es salarié mais côté un peu dirigeant, tu vois, et que t'as des actions. Après, il faut bien négo ton pacte et tes terms and conditions de tes attributions d'actions. Hein. Il faut être lucide et il faut généralement s'entourer d'un avocat. Hein. Clairement, parce que c'est trop compliqué et tu te fais avoir par les avocats d'en face, justement. Mais c'est très stylé, hein. C'est très stylé. Tous les man packs, donc c'est les management package, et en plus, souvent maintenant, tu as ce qu'on appelle les. Tu sais, t'as les LBO, donc j'imagine que vous savez ce que c'est. C'est en gros, tu rachètes une boîte par de la dette en passant par une holding. Et maintenant, tu as les MBO, donc c'est les management buyouts. Donc c'est la même chose, mais avec l'équipe de management qui se soude et qui vont racheter la boîte par de la dette. Donc t'imagines les managers, donc les mecs qui sont, genre, je sais pas, CFO, CTO, ils s'allient entre eux, ils créent une holding, ils vont voir des investisseurs, ils disent en vrai, la boîte c'est nous, c'est pas les fondateurs, c'est pas les investisseurs. On va racheter la boîte avec de la dette, vous nous suivez pour ce projet. Ils les suivent et ils rachètent la boîte. Genre, c'est trop stylé. C'est trop stylé. On n'entend pas souvent parler de ça. Tu vois. En vrai, il faudrait que j'en parle plus sur Twitter. Ah ouais, Zach. Clairement. Zach dit d'ailleurs, c'est une des manières dont j'envisage de devenir millionnaire via l'equity en devenant CTO d'une startup avec un fort potentiel. Tu sais ce que j'en pense. Et tu sais à quoi je pense. Prisme qui dit merci pour vos réponses, je suis juriste en parallèle, ça change un peu la donne, mais je pense démissionner avant l'été pour bosser à 100% dessus. Attends, je comprends pas. Et tu parles de quoi, Prisme? Ah, du CRFPA, genre? Tu veux arrêter d'être juriste? Je suis juriste en parallèle, ça change un peu, mais je pense démissionner avant l'été pour bosser. Ouais, moi je te conseille de bosser. Attends, c'est quoi? C'est en septembre? Donc, commence en juin. 1er juin, tu te mets à fond sur le concours d'avocat. Zadig, hello, comment tu vas? Qui es-tu? D'où viens-tu? Discord, Twitter, d'où viens-tu? Ça a été fait avec Ardian. Ouais, je sais pas. De quoi? Un management buyout avec Ardian? Ardian, ils sont sur plein de deals, donc... Antoine, si t'es chaud, faut que tu nous racontes ton déj avec Gaspard de Monclin dont j'ai partagé le post. Ah oui, si vous voulez. Si vous voulez. Alors, Gaspard de Monclin, personnage très intéressant de la sphère LinkedIn. Donc c'était l'année dernière. Donc c'est un mec qui est un peu une superstar de LinkedIn, côté private equity, qui est donc avocat et qui a créé une plateforme. Alors attendez, j'essaie de ne pas me tromper, mais qui a créé en gros un service de structuration de fonds d'investissement. Et qui fait un peu aussi club d'investisseurs et qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle le... Attendez, je regarde. Attendez, je vais vous mettre ça en... Donc, ça c'est Gaspard. Donc fondateur d'Overlord.
La nouvelle ère de l'investissement, notre mission est de rendre les investissements accessibles à tous les talents afin de ne plus laisser d'opportunités perdues. La création d'un véhicule d'investissement a longtemps été un processus complexe, long et coûteux. Avec Overlord, cela devient désormais facile, rapide et abordable grâce à notre technologie. Nous réduisons les coûts tout en offrant une expérience utilisateur optimale, que ce soit pour les petits ou grands gestionnaires. Voilà, et donc ça c'est Gaspard, donc, qui est toujours avocat et qui a, il me semble, commencé qui a fait son stage final chez Darrois. Ceux qui connaissent, donc très très beau cabinet de la place parisienne, très élitiste. Et qui est allé chez... alors je sais plus si c'est Norton ou Proskauer Rose. Norton Rose ou Proskauer, je sais plus. À Londres. Et ça s'est pas très bien passé. Enfin, il m'a dit que... En gros, il passait ses journées à regarder des vidéos sur YouTube. Et du coup, il s'est dit, je drop out. Donc il était en collab, hein. Il s'est dit, je drop out et je monte ma boîte. Et puis il a commencé à créer du contenu sur X, n'importe quoi, sur LinkedIn. Et ça a bien marché, ça a pris, et il a monté un club d'investisseurs où en fait il fait se rencontrer des gens qui potentiellement ont des profils qui se complètent bien et tout. Je vais juste vous montrer le bouquin qu'il a écrit là récemment, qui est pas mal si vous voulez connaître un peu cet univers et tout. Ouais, voilà, c'est ce bouquin. Le capital investissement. Puis un jour, j'arrive dans mon cab, je vois mon co-stagiaire qui l'a sur son bureau, j'étais mort de rire. Et qui marche bien le bouquin d'ailleurs, il me semble. Voilà. Et donc ce monsieur, très sympathique au demeurant, que j'ai DM par LinkedIn parce qu'en fait je vois son profil. Et moi j'étais déjà dans un questionnement il y a 1 an de me dire est-ce que je drop out pour monter mon truc et tout, est-ce que la suite d'Eclipse je me lance maintenant, etc. Je le contacte, on s'appelle, le fit passe méga bien. Et puis donc j'étais en stage déjà dans le cap dans lequel je suis actuellement, parce que j'y suis revenu là. Et il me dit bah là j'ai un déj d'investisseurs, je te propose ça comme ça, viens si tu veux. Donc c'était la première fois qu'on se parlait. Et j'ai dit bah dans ma tête il s'est passé 2 choses. La première c'est putain je suis en stage, je peux pas arriver après 14h, enfin je suis pas partenaire quoi, je fais pas ce que je veux. La deuxième c'était en vrai c'est une proposition sympa, potentiellement ça peut m'aider, ça peut m'ouvrir un peu des perspectives et tout, pourquoi pas. Donc let's go, j'y vais. Je lui dis oui, je prends le métro, j'y vais, je le rejoins, je me dis vas-y le cab, bah j'arriverai quand j'arriverai. Et donc en fait il nous a tous présentés. Donc il y avait surtout principalement quand même des avocats à l'époque, j'imagine que maintenant ça a changé mais c'était au début de ce qu'ils faisaient. Et il y avait les mecs de The Quest, enfin un mec de The Quest, c'est un genre d'incubateur en fait, incubateur à startup très très seed. Et pour des fondateurs jeunes. Et donc on se présente, on est autour de la table et tout, et en vrai c'était grave cool. Lui est très sympa, vraiment très très sympa, et on parle de temps en temps sur LinkedIn. Il aime bien le poker, donc peut-être un jour on fera un truc, ça pourrait être marrant. En vrai un jour faudrait que je l'invite en stream d'ailleurs, ça pourrait être pas mal. Et voilà pour la petite histoire avec le Gaspard. Et moi j'avais raconté un peu ce que je faisais avec Eclipse, et les mecs avaient été sidérés en vrai. Avaient été sidérés parce que c'est vrai qu'Eclipse c'était vraiment l'époque où j'ai lancé le truc et ça a marché tout de suite. Et je l'avais fait pendant le concours d'avocat, donc c'est-à-dire que je révisais l'oral la journée et le soir je bossais sur Eclipse, et j'avais sorti Eclipse genre je sais pas 2 semaines après les résultats, un truc comme ça. Et le truc avait marché tout de suite. Et voilà. Mais très cool, franchement, super gars. Voilà pour l'histoire, Antoine. J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui semaine dernière, je voulais qu'il me prenne dans sa boîte. Donc c'est Overlord, hein, c'est ça? Et tu voulais faire quoi chez Overlord? Je sais pas combien ils sont, qu'est-ce qu'ils font exactement. Tu peux peut-être me dire. Zadig, yes, je suis sur le Twitch d'un pote, et yes, je viens de X. Pour faire très vite, j'ai 20 ans et j'ai une agence qui aide les freelances sur toute la partie commerciale. Je suis présent. D'ailleurs, j'aime beaucoup ton contenu, j'ai été dans les premiers acheteurs Eclipse. Merci beaucoup, Zadig.
J'aimerais beaucoup t'inviter dans mon podcast, si possible, aucun problème, bien sûr. Bah écoute, ouais, avec plaisir, on voit, tu me DM sur Discord, sur Twitter, partout, je suis dispo, je réponds, et on voit. Ton podcast, il parle de quoi? Oui, Ardian était auparavant AXA, Private Equity, et est devenu Ardian après le rachat de cette filiale d'AXA par ses managers. Ok. Ah ouais, d'accord, ok. Non, je viens de capter. En fait, j'ai lu, mais sans lire. Stylé. Mais t'as eu raison de le contacter, Antoine. En vrai, genre, faut avoir du culot, tu vois. T'as un projet, t'as une vision, t'as envie de te démarquer, contacte les gens. Ça marchera probablement pas, ça t'apportera peut-être rien. Mais rien que le fait de l'avoir fait, ça augmente ta confiance en toi, ça permet plein de choses, tu vois. Moi, je trouve ça très cool. Voilà pour l'histoire. Est-ce que j'ai fait le tour? Ouais, j'ai fait le tour. Point favorable, point défavorable, j'en ai parlé. Est-ce que vous avez des sujets à aborder, des trucs sur vos objectifs et tout? Est-ce que vous voulez parler un peu d'IA? Est-ce que vous voulez parler de solo leveling? Est-ce que vous voulez parler de... Je sais pas, moi vraiment je rêve d'un monde où le jeu vidéo... En fait, on n'arrive même plus à distinguer comment dire, de ce qui est virtuel, ce qui ne l'est pas et tout. J'ai vraiment une vision à propos de ça et je pense que ça, par contre, je vais aller jusqu'au bout et ça ne me quittera jamais. Cette espèce de... J'ai une vision sur un truc très très précis et je pense que j'y arriverai. Mais ça va demander de lever pas mal, ça va demander beaucoup de sacrifices, mais j'y arriverai. Donc Zadig a un podcast un peu de tout, business, productivité. Le but c'est d'avoir des invités de tous les horizons. Vas-y, mets ton lien dans le chat en vrai s'il y a des gens qui s'intéressent. Miro qui demande conseil pour développer son réseau étant introverti. L'introversion peut être un obstacle en avocature et business. Généralement, ce qui est intéressant de voir, c'est que les plus grands parleurs, en tout cas les personnes qui ont la plus grande éloquence, je trouve, sont des anciens introvertis ou des introvertis tout court. En fait, il y a un enjeu avec les silences et une fois que tu arrives à débloquer à la fois le fait de parler et à la fois d'accepter d'être dans le silence et d'accepter d'avoir une situation sans bruit, où il se passe rien, où juste tu captes l'attention, quand tu débloques ça, il se passe un truc. Moi, il y a quelque chose qui a marché chez moi, c'est la positivité. C'est-à-dire que pendant très longtemps, je pense à ado et tout, un peu rebelle, je voulais dégager, tu sais, cette aura un peu de Dark Sasuke, tu vois. Et en fait, ça m'a fait beaucoup plus de mal que de bien, notamment parce que, ok, tu développes une aura un peu mystérieuse auprès des gens, mais en fait, tu n'avances jamais puisque tu vas jamais t'entraîner à parler avec des gens. Donc, il y a un sujet d'entraînement, c'est-à-dire que faut que tu parles avec tout le monde. Tu parles avec ton boulanger, il faut que tu parles avec ton cordonnier, il faut que tu parles quand tu vas chez le boucher, quand tu vas à la rôtisserie. Il faut que tu fasses un maximum d'efforts de proactivité pour être en mesure de prendre confiance, pour être en mesure d'avoir des petites phrases d'accroche, de small talk et tout. Et ensuite, tu peux te considérer comme plus du tout introverti. Genre moi, j'ai fait un effort monumental après avoir lu Comment se faire des amis de Daniel Carnegie, qui est un bouquin qui m'a vraiment transcendé. Genre moi, c'est pas naturel chez moi de parler avec les gens. Et ce bouquin, genre, m'a fusillé. Et je me souviens, dans mon premier stage, je le lisais tous les soirs et le lendemain, genre, les pages que j'avais lues, je les mettais en application. Genre, sourire, être sympathique, poser des questions, ne pas parler, enfin, ne pas parler de soi, écouter l'autre. J'ai horreur du networking. Déjà, tu pars pas. Faut que tu partes enthousiaste, tu vois.
Le son est beaucoup mieux. Hello Devertry, comment tu vas? Écoute, je sais pas trop ce que j'ai changé, mais j'ai changé des trucs. Et ça fait plaisir que tu sois là. Bah moi ça va, écoute, super. Hein. Moi ça va, je suis là, je suis complètement addict à Twitch maintenant, ça y est. Je me fais vanner sur YouTube pour mon niveau sur Counter-Strike qui est catastrophique. Ça me fait bien rire. Et voilà. Moi j'ai abordé tous les sujets que je voulais aborder. Si vous avez des sujets que vous voulez dont on discute, je vais regarder ce qu'il y a eu un peu sur la communauté là. T'as le petit Persus. T'es parti Persus ou t'es toujours là? C'est où les communautés? Vous avez eu le truc d'échec d'Inoxtag, c'était bien ou pas? Vous avez vu le nouveau Galantir? Attends, il y a un Galantir aujourd'hui, je l'ai pas vu. Moi, Galantir, c'est genre mon top 1 des gens qui me font rire en ce moment. Littéralement. Bon, le petit Zach qui est épinglé. Zach qui est dans le chat d'ailleurs. Qui a fait un super post qu'il faudrait que je lise. Enfin, en tout cas, je l'ai lu, mais je veux dire. En vrai, Zach, je devrais prendre tes posts et les lire comme une revue de presse. Ce serait cool. En plus, tu cites Alice et Bob. Bon, je suis sous confidentialité, mais voilà quoi. On va pas parler. Je n'ai jamais autant ri de ma vie sur Insta, ce mec me fume. Il est tellement drôle. Et vous savez que Galantir, il fait des shorts sur Insta, enfin des réels. En mode, il se moque des mecs enfin, il caricature c'est quoi, c'est les Big Four. Mais bon, en vérité, en cap d'avocat, t'as plein de trucs similaires. Hein. Et en fait, il a fait un burn-out. Et genre, burn-out dépression. Et c'est ce qui lui a permis un peu de crever l'abcès, de faire ces shorts-là. Ouais, Galantir, c'est une pépite. Vraiment, il est trop trop fort. Le truc des pharaons. Le truc des pharaons, là, qu'est-ce qu'il dit déjà? Il dit... cet alternant n'a pas fière allure. Ça me fume. Je le connaissais par cœur, je m'en souviens plus. J'ai la pire mémoire, j'ai une mémoire instantanée, mais j'oublie le lendemain. Top, tu verras devenir Jocarise. J'ai pas compris ton message d'Evertry. Jocarise, il fait quoi d'ailleurs maintenant? Parce qu'il avait eu son salon et maintenant, qu'est-ce qu'il fait le ref? Je crois qu'il fait même plus de podcast, enfin j'ai pas suivi. Il est influenceur, ouais, je sais qu'il est... Il est créateur de contenu. Ouais, il a un peu disparu là. Bah en vrai... Je sais pas. Et moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu ces podcasts. Regardez. Tu vois, dernière vidéo, il y a 2 mois quand même. Hein. Ça remonte et il fait plus de stream. Je sais pas où il est. Il doit être en vacances. Il prépare la suite, je pense qu'il doit avoir un projet. Lui, il faut vraiment qu'il fasse un fonds d'investissement e-sport, genre tech lié aux jeux vidéo, un truc comme ça. Ce serait trop trop stylé. D'ailleurs, moi aussi, j'aimerais vraiment faire ça. Un fonds de VC, mais en mode e-sport. Ça, c'est ouf quand même. Hein. Vous avez vu ça? Majorana. Ouais, bon, ça, on a vu déjà hier. Ok. Bon, bah, ça va game. Hein. Ce serait vraiment avant-gardiste, ouais. C'est clair. Ça game ou quoi? Vous voulez me voir devenir monstrueux? C'est ça que vous voulez, hein? Vous voulez que je devienne pro?
que je drop out, que je devienne un monstre sur Counter-Strike, que ma vie change à tout jamais. Attendez, j'essaie de mettre des maps d'aim. Si quelqu'un a des maps d'aim, aimbots, je crois qu'elle s'appelle. Quoi, c'est sur le workshop, je sais plus comment on fait au jeu. Counter-Strike. Et là, genre, je fais aimbots, je crois qu'elle s'appelle la map. Aimbots training. Pourquoi il y en a autant? C'est laquelle la vraie? C'est elle, non? Et comment je fais pour la voir? Genre si je lance le jeu, je peux être dessus là? Ouais, je crois. T'as jamais tenté les échecs? Non, en vrai, il faudrait que je joue aux échecs. Mais j'ai l'impression que ça demande beaucoup de compréhension au départ, non? Enfin, d'apprentissage de ouf. Je sais pas, je suis peut-être un peu... Moi, j'ai toujours peur de commencer des nouveaux trucs parce que j'ai besoin d'avoir un niveau, sinon je me plais pas dans le truc. J'arrive pas à prendre du plaisir si je suis nul. C'est pour ça que je rejoue plus à LoL d'ailleurs. Mais why not, hein? Why not les échecs?